Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième webinaire de la saison thématique du club Petite Vie de demain. Je suis Léa Alconlignereux, chargée de projet évaluation Petite Vie de demain et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette nouvelle session d'échange. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence qui est à nouveau très nombreuse pour ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de découvrir ou de redécouvrir le mode projet Petite Vie de demain qui est destiné à lancer une dynamique de territoire. La saison thématique est organisée en différents modules. Le premier module était destiné à vous présenter les dispositifs et outils de l'ANCT au service des PVD, dont vous pouvez dès à présent retrouver d'ailleurs les webinaires grâce au lien qui est diffusé dans le chat. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans le deuxième module de cette saison thématique qui est dédié à la d'aller à la rencontre des territoires. Donc vendredi dernier, vous avez été en immersion dans le Calvados et aujourd'hui, on sera dans la Drôme. Avant d'en venir au fond de ce webinaire, en premier lieu, je voulais revenir sur l'un des trois piliers du programme, à savoir l'ingénierie et l'apport apporté par les chefs de projet. Euh, pour rappel, le programme Petite Vie de demain, ça permet aux communes lauréates de bénéficier d'un cofinancement de l'État pour recruter un chef de projet à hauteur de 75% de son coût annuel. Les chefs de projet ont pour principale mission d'aider à la conception, l'organisation et la mise en œuvre du projet territorial de revitalisation. Et on a vu avec les résultats de l'évaluation Petite Ville de demain qu'on a réalisé l'année dernière en interne, à quel point le rôle des chefs de projet était structurant au sein des collectivités et permettre de répondre à un besoin en ingénierie et en méthodologie dans les petites centralités. Et c'est plus précisément le mode projet Petite Ville de demain qui a opéré vraiment une bascule dans la manière d'appréhender un projet de revitalisation territoriale. Et c'est vraiment cette méthode de travail en mode projet qui permet de mobiliser de manière transversale l'ensemble des services et des acteurs du territoire dans un but commun, d'améliorer le cadre de vie, en l'occurrence, des habitants. Puis dans un deuxième lieu, ce webinaire, il a aussi pour objectif du coup de mettre en lumière le rôle central des services déconcentrés de l'État dans l'accompagnement à la mise du programme en fait. Et puisque celui-ci s'appuie très fortement sur l'animation notamment qui est portée par les services déconcentrés, qui voilà, organisent notamment régulièrement des clubs départementaux essentiels, là aussi on l'a vu l'année dernière avec l'évaluation, pour réunir les chefs de projet, donner de l'information et puis surtout favoriser les échanges entre chefs de projet afin que se diffusent les bonnes pratiques et que des difficultés puissent être levées par ces échanges. Et le webinaire d'aujourd'hui a pour but d'illustrer tout cela avec du coup le témoignage de nos trois invités, Claire Deblic, référente étape Petite Ville de demain à la DDT de la Drôme, Marc Esposito, DGA Développement et Transition territoriale, et Sylvain Cramp, chef de projet Petite Ville de demain, tous les deux à la communauté de communes du Royan-Vercors. Et avant juste de laisser la parole à nos intervenants, sachez que les supports de présentation et les replays de ces webinaires sont toujours mis en ligne donc sur la chaîne YouTube du programme et sur la plateforme Resana. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Donc il y a un chat qui est disponible et on y répondra donc soit dans le chat au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire. Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Claire Deblic, référente État de Petite Ville de demain à la DDT de la Drôme. Merci Léa. On a organisé le témoignage avec les collègues Sylvain Cramp et Marc Esposito, que je remercie aussi pour avoir accepté de contribuer avec ces retours d'expérience. Et vous verrez qu'en fait, tous les trois, on a plusieurs casquettes. Je déflorerai un petit peu ça juste après. Déjà, simplement réexpliquer un peu le contexte de comment atterrit ce programme de la NCT il y a quelques années, programme phare de la NCT dans les DDT. Les DDT, c'est d'abord un rôle régalien, un rôle d'application de la loi. Et c'est d'abord à ce titre-là que les collectivités nous connaissent.
Ensuite, il y a également le côté facilitateur qui intervient et qui se muscle de plus en plus avec les démarches de contractualisation qui s'établissent avec les collectivités. On pense à l'opération de revitalisation des territoires, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le contrat de réussite pour la transition écologique. Et puis ce programme Petite Ville de demain en particulier, c'est une espèce finalement d'équipe déconcentrée au sein des collectivités pour déployer la politique publique de revitalisation. Et c'est une équipe projet pas seulement au sein de la collectivité, avec un chef d'orchestre qui vient assembler toutes les compétences urbain, aménagement, habitat, commerce, etc., mais qui vient aussi rejoindre une équipe avec le club revitalisation des chefs de projet à l'échelle du territoire. On va peut-être pour terminer cette petite introduction rappeler aussi que avec cette dimension État facilitateur, c'est pas seulement les démarches de contractualisation, c'est aussi les appuis en ingénierie qui vont avec, hein, que vous connaissez, les solutions d'ingénierie sur mesure, les architectes conseils et paysagistes conseils de l'État, les ateliers flash, etc., qui ont massivement été fléchés vers les projets des petites villes de demain. Je vais proposer de passer la parole donc à Sylvain Cramp, qui est chef de projet Petite Ville de demain pour le Royan-Vercors, mais également projet communautaire. Vous allez voir que ça fait toute la différence et c'est justement tout l'objet de cette expérimentation dont je vais vous dire un mot tout à l'heure. Et donc on va faire un témoignage à trois voix sur l'expérience Petite Ville de demain, puisque Marc et moi avons également été chefs de projet Petite Ville de demain dans nos expériences précédentes. Sylvain, à toi. Oui, merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je vais me concentrer sur le partage d'expérience de chef de projet PVD et puis Marc et Claire euh, pourront un peu plus développer sur la partie justement projet communautaire et comment la démarche de PVD s'élargit un petit peu et va vers d'autres aspects. Pour vous témoigner un peu mon expérience, puisque en fait je suis chef de projet PVD depuis 2020. Finalement, j'ai été chef de projet depuis le lancement de la démarche en Haute-Savoie à la base, dans une commune. Et puis j'ai ensuite évolué, donc la commune c'était Faverges-Chêtenay en Haute-Savoie. Donc j'étais chef de projet à la commune, pas à l'Interco. Et puis ensuite j'ai été chef de projet PVD dans le Beaujolais, sur la communauté de communes Saône-Beaujolais, où là j'étais du coup à l'échelle de l'EPCI à ce moment-là. Déjà, je dirais qu'il y a autant de postes, enfin, de façons de faire chef de projet PVD que de cas, en fait, que de communes PVD. Parce que, en fait, moi, j'ai pu, du coup, accompagner des communes, des communes assez grandes, de 14 000 habitants, jusqu'à des communes de 700 habitants aujourd'hui. Des organisations à chaque fois qui sont différentes, avec déjà, si on a un rôle de chef de projet qui est vraiment centralisé au sein de l'EPCI, c'est différent de si on est dans une commune principale avec, si on rajoute à ça des ententes plus ou moins bonnes politiquement entre les EPCI et les communes PVD. Donc en fait, il n'y a pas enfin je dirais, il n'y a pas une façon d'être chef de projet puisque on s'adapte forcément un petit peu à la dynamique qu'on a, aux acteurs qu'on a, aux ressources et contraintes territoriales qu'il peut y avoir. C'est aussi la richesse du dispositif et des petites villes de France, c'est qu'elles ont toutes des particularités assez fortes et il faut s'appuyer là-dessus pour essayer d'améliorer, de revitaliser ces territoires. Euh, En fait, je dirais que j'ai aussi travaillé, notamment à la communauté de communes Saône-Beaujolais, au sein d'une interco où en fait les services étaient mutualisés entre l'interco et la ville-centre de Belleville en Beaujolais. Ça fait le lien, la passerelle avec le sujet de tout à l'heure sur la question des ingénieries mutualisées. Mais moi, pour l'avoir vécu, ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on a une force de frappe qui est décuplée. On ne se pose pas la question des compétences. On peut travailler sur l'ensemble des thématiques sans trop se soucier de ça. On peut mobiliser l'ensemble des services, des collègues, sans problématique sur bah voilà, des ententes politiques avec lesquelles on doit composer quand on est technicien. Et en fait, à chaque fois, quand j'ai accompagné les territoires, j'ai pris mon poste avec à chaque fois plusieurs étapes clés pour justement aller dans cette dynamique de mode projet.
Déjà, c'est de se faire bien identifier comme référent des communes PVD. Donc ça passe par expliquer le principe PVD, ce que ça comporte, parce que souvent les élus vont identifier, par exemple, l'intérêt des financements qu'il aurait un peu évoqué, mais pas forcément le principe de justement d'engager une vraie réflexion profonde sur le territoire. On leur porte aussi, on explique en tant que chef de projet qu'on est un peu il faut essayer de se présenter comme étant la porte d'entrée pour traduire les intentions politiques en projet, pour inciter les élus à réfléchir à leur territoire de façon systémique, dans une approche d'ensemble, avec souvent le terme qui se propage un peu partout de plan guide, de commencer un mandat avec une démarche plan guide pour vraiment embrasser tous les sujets. Et parce que souvent, dans les petites communes, on a des élus ou alors des réalités, en fait, hein, c'est pas forcément la cause des élus, entre guillemets, hein, c'est aussi les élus qui êtes présents aujourd'hui, vous le savez bien, c'est des réalités, des fois, il faut agir à l'opportunité, il faut agir sur des problématiques qui sont constatées. Donc, c'est quand même important de se dire, il faut accepter de prendre un temps de recul pour réfléchir au territoire, parce que des fois, on va agir sur une thématique et en fait, on va en squeezer beaucoup d'autres et sur lesquels on aura du mal à revenir derrière. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça. Je pense que la question de la présence sur le territoire aussi est importante en tant que chef de projet. Quand on est centralisé sur le PCI, il y a vraiment ce besoin d'aller au contact des élus, donc d'être présent. Moi, c'est quelque chose que je fixe de façon hebdomadaire, hein, d'être vraiment sur le territoire au contact des élus communaux pour vraiment se faire bien identifier et après de fixer des revues de projets hebdomadaires pour vraiment développer les sujets, avoir un point régulier, que tout le monde se tienne à ça. Ça donne un rythme en fait à tout le monde, aux chefs de projet comme aux élus. Et ça permet vraiment de mettre en place un peu cette dynamique de mode projet. Et après, en tant que chef de projet PVD, c'est aussi de faire le lien avec l'ensemble des services qui sont portés souvent à la CC ou dans les communes, de faire un peu l'ensemblier de toutes les thématiques, de tous les sujets qui sont traités pour mener à bien le projet. Et après, ça va être de faire des points réguliers avec l'ensemble des partenaires territoriaux, de bien être la personne référente qui va mobiliser ces différents partenaires. La DLT, voilà, typiquement le parc, les établissements publics fonciers. Je dirais que le chef de projet est, en fait, la force principale, c'est d'être capable de bien comment dire, mobiliser les acteurs, les bons acteurs autour de soi. On n'est pas censé être expert. On peut pas être chef de projet expert dans tous les sujets parce que quand on est chef de projet PVD, on aborde vraiment l'intégralité des sujets d'un développement territorial. Mais par contre, c'est de savoir bien s'entourer, d'aller chercher les forces autour de nous. Et là-dessus, les partenaires territoriaux peuvent être, comme la DLT, peuvent être aussi des bonnes fenêtres pour nous aider à bien les identifier. Euh, et voilà, pour ma part, je ne vais pas aller plus loin sur le partage d'expérience, ça fait déjà pas mal si on veut laisser suffisamment de temps pour le reste. Mais voilà un peu l'approche mode projet, d'essayer d'être dans cette dynamique avec les élus, de faire le lien avec tout le monde, définir aussi, je n'ai pas précisé, mais définir un calendrier de travail et un budget global, c'est-à-dire d'aller voir les opérations avec, de mettre tout ça dans un grand calendrier, de définir un budget en disant, voilà, pour la commune, l'investissement année 1, ce sera ça, année 2, ce sera ça. Ça, c'est important aussi parce que ça donne du crédit à la démarche et ça permet surtout aux élus de se dire, voilà, on a un mandat devant nous et pendant ce mandat, il faut en gros, on a vraiment notre feuille de route qui est dessinée grâce à PVD et il n'y a plus qu'à suivre ces différentes étapes. Merci beaucoup, Sylvain. Je propose à Marc Esposito de prolonger avec son propre témoignage et son expérience de chef de projet Petite Ville de demain du Royan-Vercors, juste avant d'être succédé par Sylvain. Bonjour à toutes et tous à la communauté PVDienne qui est avec nous aujourd'hui. Je compléterai simplement les propos de Sylvain pour rebondir sur deux, trois éléments clés qui me semblent intéressants. C'est qu'en effet, dans le contexte du Royan-Vercors, et d'avance navré, je pense que je suis dans un endroit où les conditions acoustiques ne sont pas optimales, donc je vais essayer de concentrer mon fil de voix. Donc l'ORT du Royan-Vercors a été signé à mi-mandat en fin 2023, ce qui fait que la deuxième partie du mandat était davantage consacrée au plan politique, à des attentes très opérationnelles.
donc à des sorties d'opérations. Comme le disait Sylvain, la méthodologie projet, le fait de sortir des opérations de chauffage urbain, d'aménagement d'aires de vol libre, de rénovation d'un stade de rugby, étaient des attentes voilà, de programme municipal. Néanmoins, cette exigence opérationnelle, c'est-à-dire que moi, le rôle que j'ai tenu auprès des élus sur le territoire du Royan-Vercors était un rôle de maître d'ouvrage intégral, c'est-à-dire à la fois de réfléchir depuis les études amont jusqu'à la livraison des travaux, donc d'avoir cette particularité, ce profil, de pouvoir mener des opérations jusqu'en phase chantier et en livraison. Donc, fort de ces résultats opérationnels, ça a permis à la fois d'instaurer une méthodologie projet au sein des services, et avec ce que rappelait Sylvain sur la revue de projet. C'est un outil intéressant, une instance très intéressante qui permet de mettre les élus à la place d'élus et l'ensemble des services en coordination. Donc, d'avoir la rythmique des projets, des points d'avancement réguliers, de faire circuler l'information. C'est une instance un peu centrale qui permet de faire avancer les dossiers. Et à la fois de produire des résultats opérationnels, mais aussi de stimuler le désir de coopération entre les communes et l'interco, puisque le positionnement chef de projet à l'interco est aussi une interface qui est parfois un peu délicate, comme le disait Sylvain, dans des configurations où les collectivités parfois ont des relations un peu brouillées avec le temps, la différence de culture, d'approche territoriale et de compétences font que parfois on ne se comprend pas toujours, et cette interface quand elle est réussie, elle permet de créer des liens, et c'est ce qu'on a essayé de faire en Orient-Vercors, de renouer des liens forts de cette expérience opérationnelle de fin de mandat. Je ne serai pas beaucoup plus long sur ce sujet-là, mais donc c'est important de rappeler que l'exigence opérationnelle a permis de renouer avec une envie de collaboration, de coopération entre les strates territoriales, et que cette méthodologie opérationnelle et du projet a permis aussi d'infuser une nouvelle culture collaborative au sein des services de la communauté de communes, mais aussi auprès des communautés centrales. Et c'est ce qui a permis de réactiver aussi chez nous une démarche de projet territorial, puisque c'était un élément qui était, à mon sens, cruellement absent de l'environnement territorial dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que la communauté de communes n'avait pas de cap clair, et donc forcément avait tendance à aller vers des schémas directeurs, peu de réalisation opérationnelle, et puis une volonté d'être tout à la fois dans le même temps sur les services aux habitants, la modernisation des collègues des centres ménagères, le déploiement de prestations de services techniques auprès des communes qui manquent de moyens techniques, etc. Et donc, cet en même temps avait participé un peu à brouiller les relations avec l'interco. Donc, je développerai ensuite dans une autre partie de ce webinaire ce qu'on a essayé d'en faire et ce vers quoi on va aujourd'hui. Mais en tout cas, PVD a permis un apport, une expérience enrichissante pour la culture collaborative sur le territoire. Synthèse. Merci Marc. Et puis, dernier témoignage, alors je rebondis sur l'expression de culture collaborative. Et moi, je vais mettre carrément les pieds dans le plat en citant mes élus PVD communaux de l'époque qui me voyaient. Donc, j'étais embauchée par l'AGLO, Privas Centre Ardèche, pour ne pas la nommer. Et les élus PVD me voyaient comme, je cite, un cheval de Troie de l'AGLO et l'œil de Moscou. Donc, développer cette culture collaborative, j'imagine que parmi vous, il y en a à qui peut-être ça peut résonner. Ça n'a pas été extrêmement simple parce qu'effectivement, il faut partir, ça a été dit par Sylvain et par Marc, il faut partir aussi parfois d'un certain passif avec l'agglo ou l'interco fait les choses dans son coin, ne nous met pas dans la boucle. J'étais aussi vue comme le cheval de Troie de l'État. D'une certaine manière, puisqu'en fait, on n'était pas tout à fait agent de la commune, pas tout à fait agent de l'interco, mais pas tout à fait agent de l'État non plus. Donc finalement, on est quoi? On est quoi? C'est cette espèce d'objet bizarre qui en plus est, pareil, je cite encore, dispersé. Mais comment ça, tu t'intéresses aussi au volet culturel, mais tu as aussi été dans une réunion sur le tourisme et l'aménagement, mais c'est quoi le lien avec PVD? Bah justement, c'est ce côté ensemblier. Et donc finalement, cette culture du mode projet, ça a été parfois un travail de longue haleine, ce travail de comprendre, effectivement, ça a été dit, cette prise de recul, cette vision globale, ce côté court terme, moyen terme, long terme, et puis cette alternance entre des actions extrêmement tactiques, concrètes, pratiques, avec au contraire, des projets de beaucoup plus long terme. Euh,
Pour terminer aussi sur le témoignage, ça a été dit par les collègues, mais j'insiste là-dessus. Le mot de projet, c'est d'abord une méthodologie. C'est d'abord aussi des compétences que je reconnais vraiment chez les chefs de projet Petite Ville de demain de la Drôme. Je ne sais pas s'il y en a qui participent aujourd'hui, mais je dois dire que nous, on a beaucoup de chance dans la Drôme puisqu'on a des chefs de projet très qualifiés, très compétents et qui arrivent justement à naviguer entre les enjeux de l'État, les enjeux de l'interco, les enjeux de la commune, les enjeux de certains élus vis-à-vis d'autres, les enjeux des habitants et habitantes, les enjeux des porteurs et porteuses de projets. Donc, ils sont vraiment au milieu de tout cet écosystème et ça gère, quoi. Je vais enchaîner du coup pour pour la troisième partie de ce webinaire sur la présentation d'une expérimentation qui a été initiée par la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes, dans laquelle on s'est inscrit et donc c'était un appel à manifestation d'intérêt. Je salue David Hugon du SGAR Auvergne-Rhône-Alpes qui participe aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter en quelques mots avant de repasser la parole ensuite à Marc Esposito de quoi il s'agissait. C'était une continuité de France Ruralité, du programme France Ruralité, avec le constat qui était fait que les politiques en faveur de l'habitat dans les milieux les plus ruraux étaient jugées insatisfaisants par en particulier l'Association des maires ruraux de France. Et donc, une des solutions qui a été imaginée et co-conçue avec la préfecture de région et nos services, c'était de cofinancer un poste avec du FNADT, pour ceux à qui ça parle, donc du Fonds pour l'aménagement des territoires ruraux, en gros, et de cofinancer un poste qui viendrait muscler une réorganisation de l'organigramme de la communauté de communes qui serait volontaire et retenue pour cette expérimentation et d'avoir, si vous voulez, une agglomération de toutes les personnes qui sont impliquées dans la chefferie de projet ou des chargés de mission et qui font du service aux communes. Je serais curieuse d'avoir des témoignages aussi dans le chat de votre côté. Mais dans la Drôme, on a des formules très très hétérogènes d'une interco à une autre. Parfois, on a même une chef de projet Petite Ville de demain et une chef de projet Action Cœur de Ville dans la même agglo qui sont pas dans les mêmes directions. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire avec la Comcom du Royan-Vercors, et Marc va vous raconter bientôt, c'est de mettre en cohérence, si vous voulez, tous les chefs de projet qui bossent, qui sur le plan climat et énergie territoriale, qui sur l'opération de revitalisation des territoires, qui sur le contrat réussite de la transition écologique, et d'agglomérer ça au sein d'une même direction, de façon à avoir une mise en cohérence, une harmonisation et aussi une meilleure identification de cette force de frappe d'ingénierie que propose l'intercommunalité. Et je remercie encore Marc Esposito d'avoir, et puis Marie-Édith Dupertuis et l'exécutif de l'époque, puisque ça a démarré l'année dernière avec l'ancien président, d'avoir tenté cette aventure et d'avoir abouti, vous allez voir, à une réorganisation complète de l'organigramme. Marc, je te rends la parole. Merci Claire. Sans refaire toute l'histoire, il me semble que se donner un peu de contexte pour mieux expliquer le chemin qu'on emprunte aujourd'hui. Donc on peut passer sur la slide suivante. Pour rappeler que la communauté de communes du Royan-Vercors, c'est issu d'une fusion un peu forcée entre deux précédents EPCI en 2017. Donc le Royan, qui est un territoire de plaine, et le Vercors, qui est un territoire de plateau qui ouvre après le grand massif du Vercors. Un territoire très intéressant. Et que cette fusion un peu forcée, comme ça a été le cas, j'imagine pas que dans le Royan-Vercors, a laissé des stigmates politiques, notamment culturels, qu'il a fallu prendre le temps de résorber. C'est pour ça que depuis 2017, l'émergence d'un projet politique a tardé, et c'est sous l'impulsion des programmes comme PVD qu'on a pu prendre le chemin d'un regard un peu nouveau, sous un angle nouveau, et de renouer une volonté de partenariat un peu plus clair, dans une exigence d'opérationnalité. Parce que finalement, la culture de la coopération et de la mutualisation qui avait prévalu aussi dans le territoire du Royan à l'époque, la confrontation de ces deux cultures, Royan et Vercors, a
progressivement amené à une espèce de forme de défiance entre les collectivités, rassemblées en une seule. Cette crispation, cette cristallisation a conduit à un déficit de moyens, de compétences, de projets politiques clairs, etc. Donc c'était une temporalité un peu molle dans laquelle des projets ont émergé, mais sans cadre clair, dans le même temps, comme je disais tout à l'heure, avec un appauvrissement des moyens et des coûts de structure qui évoluent dans le mauvais sens. Du coup, PVD a permis de mettre la lumière en fait sur l'absence de ce projet de territoire, sur le fait que mettre en œuvre une ORT qui est en soi un projet de territoire à l'échelle des centralités sur l'Orient-Vercors nécessitait néanmoins d'avoir un chapeau général qui permettrait de redéfinir avec les communes le cadre de la coopération, les projets prioritaires. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2024, le président de l'époque qui avait fait la plus grosse partie du mandat 2020-2026, qui a démissionné à l'été 2025, d'où le fait que Claire rappelait qu'on a une présidence de court terme en fin de mandat qui a permis d'accélérer les choses après. Mais sur le temps de cette présidence, on a réengagé en 2024, après le Covid, après un premier accompagnement de l'ANCT sur la définition de notre projet de territoire, à réengager ce travail-là dans une méthodologie un peu nouvelle, c'est-à-dire repartir des préoccupations des communes, de leur réalité concrète, de leurs préoccupations, de leurs priorités, pour rebâtir en fait le projet de territoire à l'envers, enfin dans le bon sens quelque part. Et c'est à partir de là où on s'est rendu compte qu'avec les communes, il y avait des frustrations, il y avait des incompréhensions, il y avait surtout un désir de collaboration qui s'était exprimé au travers de tout ça. Et donc l'aboutissement de la fin de mandat avec le renouvellement de la présidence à 6 mois des élections nous a permis, pour l'anecdote, le président sur la fin de mandat, c'était l'élu PVD avec lequel nous travaillons sur la plus grosse centralité du territoire. Donc ça a permis aussi un alignement des astres qui a fait qu'il y a une nouvelle impulsion un peu en anticipation du nouveau mandat pour laisser un legs politique, formaliser ce projet de territoire qui est bâti autour de trois axes clairs. C'est pour ça qu'on l'a nommé CAP. Le C pour la coopération, c'est la clé de voûte de toute la mise en œuvre des politiques territoriales. Le A, c'est l'attractivité, l'accueil, c'est les politiques de développement. On va retrouver les mobilités, l'aménagement, la planification, l'urbanisme, etc. Et puis le P pour la préservation, donc toutes les thématiques de sobriété énergétique, préservation des ressources, voilà, se retrouvent dans ce cap. Et puis c'était le jeu de mots et le concept qui était à propos pour décliner une feuille de route territoriale, alors, dans ces grandes orientations d'abord, et puis maintenant sur ce nouveau mandat, le temps du débat politique, de la consolidation du plan d'action vient. Et ce qui nous a permis dans cette orientation et ce nouveau reformatage du projet politique de préciser une organisation nouvelle des services pour plus de modes projets, de transversalité, de porter les projets communautaires, c'est-à-dire les projets d'intérêt communautaire. Souvent, les communes portent des projets d'intérêt communautaire dans le fait qu'elles réhabilitent des bâtiments sur le plan énergétique, des bâtiments publics, dans le fait qu'elles aménagent des parcs, des squares, des voiries, qu'elles créent des aménagements cyclables. Enfin, tout ça participe au territoire dans sa globalité. Donc, on a aussi entendu que les communes avaient un besoin d'accompagnement d'ingénierie au-delà des communes PVD, parce que face à une complexité opérationnelle, face à la recherche de financement, face à la vie, on va dire, de l'administration d'une commune au quotidien qui demande beaucoup de temps et des moyens qui sont limités. Donc, on a intégré cette question de l'ingénierie mutualisée dans notre organigramme. Alors, on va voir sur la slide suivante que l'organigramme qui précédait en fait la réorganisation des services, où on voit une structuration qui est assez standard, avec une direction générale des services qui chapeaute, on va dire, à la fois les services ressources sur la gauche, et puis 3 directions, les services aux habitants. Donc, parce que c'est un peu le volet central des politiques sur le territoire, on est connu pour avoir une offre de services aux habitants qui est très étoffée, puisque on a 2 piscines, 2 médiathèques, 3 crèches, un nombre important de bâtiments et d'équipements publics, et puis une direction des transitions de l'aménagement du territoire et des services techniques de l'environnement. Avec comme le disait Claire, sur la partie transition et aménagement du territoire, l'embryon d'une task force, d'une équipe d'ingénierie thématisée, donc agriculture, mobilité, tourisme, économie, etc., qui s'est transformée, qui progressivement, on le voit sur la slide suivante, dans la réorganisation des services. Je
crois qu'on peut passer à la slide. Voilà, merci. Dans le fait de créer cette direction générale adjointe au développement et aux transitions qui regroupe en fait les précédentes directions aménagement et services techniques environnement. On intègre aussi des compétences nouvelles, donc un responsable des bâtiments qui est venu consolider la DGA parce que voilà, notre schéma directeur immobilier nous a montré qu'on avait démontré justement qu'on avait une grosse feuille de route sur la rénovation énergétique de nos bâtiments publics pour maintenir le niveau de service aux habitants. Ce pôle d'ingénierie mutualisée qui vient progressivement faire muer la direction des transitions dans une équipe d'ingénierie mutualisée au service des communes et des projets d'intérêt communautaire. C'est pour ça que Sylvain est un peu le premier arrivant et l'ambassadeur de cette nouvelle ingénierie qui va accompagner les communes PVD, mais pas seulement, les communes qui portent des projets d'intérêt communautaire, qui ont ce besoin d'accompagnement, qui sont centralité, qui jouent un rôle sur le territoire. Donc ça, on y travaille à développer cette offre d'ingénierie. Et puis, puisque la communauté de communes a pris la compétence PLU intercommunale, donc de planification, on s'engage pleinement dans cette aventure qui fait aussi consensus politique, qui rassemble les visions et qui crée de la convergence dans les visions politiques de nos élus. Donc la mise en œuvre du PLU IH se poursuit avec l'arrivée d'une responsable de mission sur ce volet-là et des missions habitat. Donc et puis la partie ressources est clairement recentrée sous la direction générale des services, avec des fonctions support mutualisées aussi. Et puis sur la partie services techniques et environnement, on retrouve les services techniques, les services de collecte et de valorisation des déchets, les services GEMAPI, eau, SPANC notamment. Et donc cette DGA, elle a vocation à être complètement transversale, de regrouper l'ensemble des politiques de développement territorial pour mener auprès des communes le plan d'action qui se décline du projet de territoire dans lequel les communes ont été largement consultées depuis la base, comme je vous le disais, pour mettre en œuvre le plan de mandat comme je disais, dans une exigence d'opérationnalité. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que l'ingénierie mutualisée, elle va permettre d'aller vers des réalisations concrètes après un précédent mandat qui était essentiellement tourné sur on va dire les études structurantes, les schémas directeurs, les grands plans, donc énergie renouvelable, tourisme, mobilité, immobilier énergétique, l'ORT sur la revitalisation territoriale, le PLU intercommunal. Tout ça nous a permis de donner du corps, du poids et des orientations structurantes à notre projet de territoire. Et donc aujourd'hui, la transposition de ça dans les services fait qu'on prend une forme beaucoup plus opérationnelle, une vocation plus opérationnelle et plus transversale. Donc ça regroupe avec ce que je disais tout à l'heure, en synthèse, l'avènement de PVD a permis de développer la culture du mode projet et ça se ressent aujourd'hui dans cet organigramme dans lequel on retrouve toutes les fonctions en transversalité et on s'adjoint de nouvelles compétences après avoir connu une décennie un peu d'appauvrissement de nos compétences opérationnelles. Aujourd'hui, c'est la volonté de réinvestir ce champ-là de l'ingénierie auprès des communes pour faire territoire ensemble et avoir toute la palette des compétences à disposition des élus du territoire. Merci beaucoup, Marc. Et puis, peut-être, alors si on peut rester sur l'organigramme encore une seconde. Merci. Peut-être simplement aussi préciser, Marc l'a dit, hein, mais l'accouchement du projet de territoire a pris du temps. Et de fait, au tout début de Petite Ville de demain, il y avait eu un accompagnement avec de l'ingénierie sur mesure cofinancée par l'Agence nationale de cohésion des territoires qui était venue pour aider justement à formaliser, structurer ce projet de territoire. Et parfois, l'ingénierie est bonne, mais le timing n'est pas le bon. Et donc là, typiquement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, lorsque Marc est arrivé, en fait, il avait fallu que tous ces travaux et le reste infusent progressivement pour finalement ré-onboarder les communes et refaire interco finalement. Et donc reprendre les travaux qui avaient été faits, les compléter, les muscler, les mettre au goût du jour, etc. Donc parfois c'est aussi une question de temps et en tout cas côté État, on en est tout à fait conscient et consciente. Le deuxième commentaire, c'est que si vous regardez le pôle ingénierie mutualisée sur l'organigramme,
Ce qui n'apparaît pas, mais que je vais rendre évident dans le propos qui suit, c'est qu'en fait l'État est très très présent dans cet organigramme via le cofinancement des postes, puisque il y a une OPA-RU qui est animée dans le territoire du Royan-Vercors et qui incombe à Sylvain Crampe désormais. Donc son poste est cofinancé par l'ANA et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et la Banque des territoires. Il y avait un poste également sur les transitions écologiques, la transition écologique qui était cofinancée via la mesure ingénierie du Fonds vert. Il y avait un poste également sur les mobilités qui avait été cofinancé par l'ADEME. Si je dis pas de bêtises, je crois que le poste agriculture, Guillaume Combe m'avait dit qu'il y avait de la DRAF aussi, donc Direction régionale agriculture et forêt. Et puis donc le tout nouveau poste qui apparaît en bas à droite, PLUI-H, eh bien c'est celui-là sur lequel atterrissent les 20 000 euros de cofinancement via le FNADT dans le cadre de cette expérimentation qui je le redis, visait justement à faciliter l'agglomération de cette task force de chefs de projet et de chargés de mission en appui au projet des communes. Et puis peut-être un mot de conclusion sur le commentaire sur cet organigramme. Vous l'avez compris, ce service aux communes, en réalité, c'est l'équipe qui vient mettre en œuvre le projet de territoire et mettre en œuvre les politiques publiques locales de l'Interco au travers de l'accompagnement des projets des communes sur tous les sujets, que ce soit, donc on l'a dit, l'habitat, le tourisme, le parc bâtimentaire, mais aussi l'économie, l'emploi, etc. Donc, peut-être, Marc, tu peux dire un mot sur les prochaines étapes sur cette nouvelle organisation, comment finalement on va lui donner corps et comment on va faire en sorte de la rendre pérenne et efficiente. Oui, c'est une très bonne transition pour en effet compléter ce que je disais précédemment et ce que tu évoquais. En effet, c'est que le- l'évolution de l'organigramme des services dans un objectif d'opérationnalité s'accompagne aussi du projet de territoire et d'une réforme de la gouvernance de l'intercommunalité. En ce début de mandat, on a proposé au nouvel exécutif d'intégrer tout ce mode projet, c'est-à-dire dans l'ordonnancement des instances entre les bureaux communautaires, les conseils communautaires, le comité exécutif hebdomadaire. On a installé des revues de projet aussi communautaires dans lesquelles on invite nos partenaires, nos services, nos collègues pour partager l'avancement des projets. Donc c'est aussi un enjeu d'acculturation de nos élus. Donc ça, c'est une des prochaines étapes qui est déjà en cours sur ce début de mandat. C'est faire en sorte que cette nouvelle gouvernance nous permette aussi de conforter la relation entre les élus, la direction générale et les services, d'une certaine manière, de retrouver du lien et de la fluidité au service des projets. C'est d'acculturer voilà, nos élus et d'accompagner le débat politique qui va permettre de faire atterrir un plan d'action un peu plus concret pour donner corps à ces orientations. Parce qu'aujourd'hui, le projet territoire n'est qu'au stade d'orientation. Euh, et c'est aussi construire le cadre d'une coopération financière avec les communes autour de projets qui auront mûri, qui auront permis d'intégrer euh, une programmation pluriannuelle financière et face à ça, de se donner les moyens voilà, pour agir en responsabilité. Je ne développe pas toute la panel des outils de coopération qui sont dans le projet de territoire, mais néanmoins, on s'inspire de ça. C'est déjà un peu inscrit dans l'ADN du projet de territoire. Et c'est aussi un des enjeux des prochaines étapes, c'est de stabiliser cette équipe d'ingénierie mutualisée. Donc, à terme, on vise bien sûr l'autonomie, le fait de prendre en main euh, notre ingénierie et de la porter collectivement entre communes et communautés de communes. Mais pour autant, comme disait Claire, on est dans une temporalité aussi un peu transitoire où l'accompagnement des mesures d'ingénierie, que ce soit via le Fonds vert, l'ADEME et autres canaux de financement de postes, nous sera importante pour assurer cette transition vers un modèle un peu plus mature. Et en tout cas, on peut se dire que rétrospectivement, finalement, les mesures d'accompagnement de la NCT nous ont permis de mettre sur les rails un projet de territoire que l'avènement de PVD sur le territoire a permis de faire mûrir nos cultures collaboratives et qu'aujourd'hui, ça porte des fruits à un moment où
voilà, ce petit pivot dans le temps sur le début de mandat va être un peu exigeant parce que c'est un temps un peu incertain au niveau politique sur les fins de mandature présidentielle, mais aussi dans l'acculturation et dans le fait de stabiliser politiquement une œuvre d'ingénierie. Et avant d'être complètement autonome, de pouvoir aussi compter sur ces mesures d'accompagnement-là. Donc, c'est tous les enjeux qui sont devant nous et je sais qu'on peut compter sur nos partenaires locaux, nationaux et sur la communauté pour aller de l'avant. Et en tout cas, à votre disposition pour répondre aux questions s'il y en aura tout à l'heure. Oui, et puis en particulier, nous sommes en train, donc côté DDT, d'instruire une demande de la Comcom du Royan-Vercors pour justement bénéficier d'un accompagnement dédié à une réflexion, on va dire, managériale sur l'organisation de cette ingénierie mutualisée et la relation aux communes, y compris la relation financière. Il y a plein de modèles qui existent, hein. Loire-Forez Agglomération avait, euh, avait une régie avec un droit de tirage pour les communes qui adhéraient. Enfin voilà, il y a plein de modèles qui existent. Et donc, la Comcom du Royan-Vercors en est à cette étape de réflexion. Alors, côté État, et puis après, on va vous passer la parole ou en tout cas écouter vos questions. Côté État, ma foi, ça se synthétiserait pour les prochaines étapes en deux axes. Le premier, c'est l'essaimage. On a formalisé quelque chose, on est en train de formaliser quelque chose avec la Comcom du Royan-Vercors. On y prête une attention particulière, hein. Déjà, on échange très régulièrement et on a même un comité de pilotage annuel en présence de la sous-préfecture d'arrondissement, de la chef de projet France Ruralité et du SGAR. Le prochain a lieu le 1er octobre. Et donc le but du jeu, ce serait de d'essaimer ce modèle. Alors quand je dis ce modèle, c'est pas de faire un copier-coller d'organigramme, hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt la pensée d'articulation d'une équipe projet. C'est pas nécessairement avec le chef de l'équipe projet et aussi le chef ou la chef d'un point de vue hiérarchique. Il y a plein de façons possibles, mais l'idée c'est que cette ingénierie mutualisée, elle soit visible pour les communes, elle soit efficiente et pour les communes et vis-à-vis de l'État, avec lesquels vous avez des démarches partenariales engagées nombreuses. J'en ai cité quelques-unes au cours du propos. Je pense à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, je pense au contrat pour la réussite de la transition écologique, je pense au plan climat, je pense aussi finalement, encore une fois, à tout ce qui décline, bien sûr l'ORT, finalement tout ce qui décline, comme je disais tout à l'heure, le projet de projet de territoire. Donc, premièrement, comme je disais pour conclure, premièrement, essaimer ce modèle et voir de quelle manière il peut se traduire efficacement dans les autres collectivités. Et deuxièmement, opérer progressivement un rapprochement des comitologies et des différents programmes et contrats pour qu'on n'ait pas des couches qui ne communiquent pas et qui parfois accusent quelques incohérences qu'on voit apparaître ici avec des fiches actions sur le même projet dans un PCAET, une ORT et un CRTE, mais avec des chiffres différents, une présentation différente. Voilà. Et puis, peut-être un dernier exemple pour illustrer la concrétisation de cette réorganisation côté Royan-Vercors. Eh bien, c'est le maire de Vassio-en-Vercors qui nous contacte il n'y a pas longtemps sur le guichet unique ingénierie@drôme.gouv.fr. Et tout de suite, le réflexe, c'est de mettre dans la boucle le DGA, transition et développement territorial, pour que le PCI, encore une fois, retrouve ou développe, mûrisse cette réputation de rôle pivot dans les appuis en ingénierie. L'État vient toujours et viendra toujours en subsidiarité de ce qui existe localement. Donc ça va être en priorité, bien sûr, cette ingénierie mutualisée de la Comcom. Et nous, on répond aux besoins de la Comcom qui a identifié qu'il y a des trous dans la raquette, qu'il y a des besoins complémentaires. L'idée, c'est de ne plus faire du tac au tac avec les toutes petites communes, avec le PCI qui reste sur la touche et qui découvre les projets quand elle fait le recensement des projets des communes lorsqu'elle fait son copie, le CRTE. Voilà, j'en ai terminé. Il est 14h47. On est à l'écoute de vos questions et on espère que ce témoignage vous a inspiré et intéressé.
Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. Je laisse du coup les participants continuer à poser des questions ou tout simplement témoigner de leur propre expérience dans la partie questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. En attendant, je propose de faire un petit résumé de ce qui m'a particulièrement interpellé lors de vos témoignages. Donc, je notais le fait que, Sylvain, vous aviez dit que le chef de projet était une porte d'entrée pour traduire les projets politiques, qu'il fallait bien se faire identifier par les acteurs, faire des revues de projets hebdomadaires, faire des points réguliers avec les partenaires et définir un calendrier et un budget de travail pluriannualisé, que c'était absolument essentiel. Marc Exposito, je retiens aussi que vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait de renforcer les liens entre la communauté de communes, enfin en tout cas l'intercommunalité et la commune, et vous avez bien montré à quel point c'était essentiel de stimuler ces envies de coopération. Et puis Claire Debly, vous avez du coup mis en place cette enfin renforcé cette task force ingénierie. Et là encore, on voit vraiment bien l'importance de cette ingénierie. Mise à disposition, enfin, pour porter en tout cas un projet de territoire. Donc, merci encore pour ces témoignages. On attend du coup dans les questions-réponses, on a eu deux témoignages. On en a un de Dimitri Bouissou qui nous dit: De mon côté, je suis rattaché au service mutualisation de mon EPCI. Je suis itinérant entre mes deux communes et mon EPCI. Donc, ça illustre bien, je trouve aussi, le fait de devoir être physiquement présent dans les communes. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Je sais qu'il y avait aussi un autre témoignage de quelqu'un qui nous disait: Chez nous, PVD est rattaché au service d'Eveco, le service aménagement gère ses projets. Nous avons une autre chargée de mission appui aux communes directement rattachée à la direction générale. On voit qu'on a des différentes configurations. Ouais, dans la Drôme aussi, hein, les configurations sont vraiment très variées. On a même eu des changements de configuration en cours de route, avec notamment à Die, par exemple, où le poste était rattaché d'abord à l'EPCI pour la phase de contractualisation et écriture de l'ORT. Et puis, lorsque le poste a basculé sur un versant plus opérationnel avec la mise en œuvre du projet de territoire et la mise en œuvre du projet de revitalisation, pardon, et la réalisation, l'accompagnement des actions, le poste a basculé à l'échelle de la ville. On, on continue, nous, de soutenir en tout cas que le PCI soit vraiment, enfin, que l'Interco soit vraiment systématiquement associé à cette équipe projet revitalisation des centralités. Et en particulier parce que les suites de Petites Villes de demain, on les connaît pas encore tout à fait. C'est un programme, il a une fin, mais les projets de revitalisation, eux, ils continuent. L'ORT peut devenir multisite et rajouter d'autres centralités. Donc, c'est important que vraiment cette approche revitalisation des centralités, elle continue d'infuser à l'échelle de l'interco du bassin de vie. Voilà. Merci beaucoup, pardon. Erika Allais nous demande: Est-ce que vous avez rédigé un schéma de mutualisation des services? C'est pour toi, Marc. Et à ce stade, c'est encore embryonnaire, mais la volonté des élus communaux enfin, communautaires nouvellement élus est bien d'aller dans ce sens-là, pas forcément peut-être de formaliser un plan de mutualisation, mais d'identifier tout ce qui pourrait être mutualisable, des achats, fournitures, aux services informatiques, au personnel de mairie, parce qu'on a aussi dans des territoires comme chez nous, très ruraux, cette carence symptomatique des secrétaires de mairie, et donc cette compétence absolument vitale pour le fonctionnement des mairies et des communes. On tend à essayer de la mutualiser, tout aussi bien que nos services techniques qui délivrent des prestations techniques c'est aussi bête que changer un compteur d'eau, aller entretenir une voirie, un espace vert, dans des communes qui ont 0,2 ETP d'agents techniques. Donc on essaye voilà, d'être vecteur de mutualisation, tout en étant conscient aussi, et ça c'est presque un pas de côté par rapport à la question, mais pas tout à fait, c'est qu'on s'est rendu compte dans le dialogue avec les communes que il y a des échelles de mutualisation qui se font à l'infracommunautaire, c'est-à-dire des regroupements de communes. Nous, chez nous, on a une police pluricommunale qui a émergé. On a des coopérations techniques entre agents techniques de communes à d'autres, sans forcément passer par le prisme de l'interco. Donc,
on veut pas non plus s'imposer comme l'échelon absolument incontournable pour tout, mais d'être facilitateur des coopérations, c'est vraiment ça. Et puis, puis quand on est à un moment de maturité politique collective sur le territoire, notamment à l'EPCI, qui implique de se donner des moyens, ben, ça commence par la mutualisation, ça commence par redéfinir ce qui peut être économisé, priorisé. Et donc, ça va avec ce que disait Claire sur l'alignement des comitologies et potentiellement des instances de fléchage on va dire des subventions. C'est que mutualiser cette approche-là aussi, ne pas faire en sorte que les communes soient en concurrence les unes avec les autres sur un même territoire pour des mêmes projets, dans les mêmes canaux de financement, ça nous paraît être l'axe principal. Et puis ensuite, une fois qu'on a aggloméré toute la matière de projet, toutes les priorités d'action que les élus souhaitent mettre en œuvre, se posera la question de est-ce qu'on passe par voilà, de la fiscalité, d'autres moyens pour se donner la capacité d'agir. Mais en tout cas, il n'y a pas de plan de mutualisation, il n'y a pas de programme, on va dire, acté, mais il y a une maturation politique qui amène à ce qui pourrait y ressembler. Merci Marc. Merci beaucoup à tous. Je vois que l'ensemble des questions ont été répondues soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, je vais conclure ce webinaire en vous remerciant bien sûr à nouveau, en remerciant aussi l'ensemble des participants, puisque vous avez été jusqu'à 140 personnes à vous connecter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour avoir été aussi nombreux. Pour le prochain webinaire qui aura lieu ce vendredi, nous entrerons du coup dans la troisième partie de cette saison thématique avec un troisième module qui sera composé de 5 webinaires et qui donnera la parole aux partenaires nationaux au sein de l'État mais aussi en dehors de l'État. Donc on aura des séquences thématiques autour du commerce, des mobilités, de l'habitat, de la transition écologique et du patrimoine. Et donc, avec des webinaires qui seront animés avec la Banque des Territoires, le CEREMA, l'ANA, l'ADEME et aussi Cité Cité Remarquable. Et on aura, comme à chaque fois, des retours d'expérience et des présentations de projets par des chefs de projet notamment. Donc le prochain webinaire a lieu vendredi et il offrira un panorama des outils et des dispositifs proposés par la Banque des Territoires. On aura une PVD du Loiret qui nous rejoindra également pour vous présenter ses actions. Le lien d'inscription est disponible dans le chat ou sur Rezana voilà, pour récupérer également le lien d'inscription. Un grand merci également à notre chargée d'animation Judith Puzna qui a préparé cette nouvelle saison thématique et à tous nos partenaires et acteurs qui ont contribué à cette saison thématique. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée, merci, à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci à vous.